Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons avoir la chance d'être rejoints par monsieur Bertrand Masson, qui ne peut pas être partout à la fois et qui est retenu à la soirée grecque pour le moment, mais qui ne loupera pas cette remise de prix. Cette remise de prix à l'éditrice de Jean Telet pour Crénon Baudelaire, comme vous avez pu le voir et le savoir, donc aux éditions Miel et Barreau Éditions. Et bien sûr, les éditions Gallimard seront récompensées. Le représentant de Gallimard devrait arriver lui aussi. Mais pour l'instant, nous allons commencer peut-être par remercier notre mécène, Christophe Baillet, qui est président du groupe Louis Pasteur Santé. Et la première question, c'est la deuxième édition de ce prix. Vous avez décidé de l'accompagner et de façon très active, puisque vos équipes font partie du jury. Ils ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui a présidé à votre décision de vous engager pour le livre audio? C'est pas une décision qui est venue comme ça instantanément. Je crois que c'est la culture de la clinique, c'est la culture de toutes les personnes qui y travaillent. Au-delà de notre métier, qui est de plus en plus sophistiqué, c'est amener de l'humanité, amener du partage, des échanges. Et bon, ça fait déjà plus de 10 ans qu'au niveau avec le musée Lorrain, on travaille, on expose au sein de la clinique des œuvres d'art pour faire découvrir à tous nos patients, toutes les personnes qui y passent, les œuvres, des belles œuvres. Et puis là, bon, c'est vrai que ce livre sur la place, c'est un événement exceptionnel. On cherchait comment y participer, comment apporter quelque chose à nos patients aussi, à nos équipes. Bon, on a eu la chance, avec Mandy Madeleine, de trouver cette opportunité de créer ce prix qui n'existait pas pour ce livre sur la place, même s'il y a d'autres prix, hein, Thibaut. Et donc, au-delà du prix, hein, c'est l'originalité, hein, le audio-livre. Derrière audio-livre, il y a la lecture de livre, écoute. On a pu en profiter ce matin. Ce matin, Thibaut nous a lu un passage, de nombreux passages même, de Crénon Baudelaire. On a pu voir qu'au-delà de la simple lecture, le fait d'entendre, l'audio-livre apporte quelque chose de plus. De plus avec déjà l'acteur ou la personne qui le lit. Et puis, on s'évade peut-être un peu plus en écoutant qu'en lisant. Donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on essaye d'apporter à nos patients. Hein. C'est très sophistiqué. Qu'est-ce qu'on retient quand on va à un hôpital ou une clinique? Bon, on a souvent de bons médecins. Et il faut apporter un petit peu d'humanité. C'est ce qu'on recherche tous les jours. Et là, ça fait partie. Voilà, c'est quelque chose que je trouve qui apporte cette petite valeur ajoutée, qui fait que on oublie peut-être plus ou moins sa maladie et on en ressort encore plus fort. Donc, c'est à Nancy en plus, hein, on est Lorrain, on est Nancéen, il fallait y participer. Le prix Ginkgo, alors Ginkgo c'est la feuille de la clinique, donc là aussi Ginkgo, résistance, longévité, enfin tout cadre bien pour qu'avec plaisir on participe à ce prix. Alors après, vous parliez de nos équipes qui participent, effectivement, Catherine Fulpin, on essaie de limiter parce qu'il n'y a pas trop de place dans ce jury. Donc, on a toujours 4 personnes qui interviennent et qu'on sélectionne. Hein, donc, un médecin, une salariée, un patient aussi, et qui ont la chance de participer, d'échanger. C'est des fois animé, hein, je crois, avec le jury, les acteurs, les journalistes et autres écrivains. Et donc, tout ça, c'est une belle richesse. En tout cas, oui, c'est toujours avec plaisir c'est la 2e année, et j'espère que pendant encore de nombreuses années, on sera toujours auprès de ce jury et on pourra faire profiter les Nancéens, nos patients de ce prix audio-livre qui est diffusé après, hein, puisque on l'offre. C'est vrai que on offre l'audio-livre à nos patients et donc qui au-delà de simplement du prix est utilisé au quotidien. Vous parliez d'œuvres d'art.
nous avons l'occasion de profiter du travail de Serge Auclair qui représente la Maison Dôme, la Maison Dôme qui a créé ces 2 trophées qui seront remis l'un au comédien qui a lu, Dominique Pinon, et qui a donc lu, enregistré sa voix, apporté les mots de Jean Telet, qui recevra le 2e. J'aimerais citer aussi tous les membres du jury qui ont accompli un gros travail, à commencer par le président du jury, on y reviendra, Thibaut de Montalembert, qui est à côté de moi, qui est président perpétuel. Je ne sais pas si nous sommes encore en démocratie dans cette aventure. Mohamed Aïssaoui du Figaro, Nathalie Broutin, qui est ici, de France Bleu, Catherine Fulpin, qui est ici au premier rang, qui est directrice générale de la clinique Pasteur, Johanna Lang, qui est agent des services hospitaliers de la clinique Pasteur, Alexandra Laperto, qui est patiente de la clinique Pasteur, Bernard Lehu, qui est de RTL, que nous connaissons, qui est peut-être par là, qui arrive, voilà, qui va nous rejoindre au premier rang, mais c'est compliqué de te reconnaître tout masqué comme ça, Bernard. Géraldine Pétry, qui est de la librairie Hall du Livre, et puis Léonore de Recondo, que nous avons l'habitude de lire, qui est aussi violoniste certes, mais qui est aussi un grand écrivain. Bruno Ricci, qui est comédien, ici encore au premier rang, et Pascal Salciarini de l'Est républicain. Donc on a fait le tour du jury. En 2 mots, il y a eu 24 livres, 24 textes, c'est ça, qui ont d'abord été sélectionnés? Juste, je crois que vous avez oublié un des membres du jury, le docteur Guillaume Lux, aussi. Eh ben, il n'est pas sur ma liste. Ah, pardon, pardon, Guillaume Lux. En plus, j'ai discuté avec vous tout à l'heure. Vous êtes radiologue à la clinique Pasteur, vous voyez, j'ai fait exprès de vous... Bizarrement, hein, quand même. Je crois que vous êtes le seul avec qui j'ai parlé et je vous oublie. Excusez-moi. Bien sûr, Guillaume Lux. C'est pas mal de s'appeler Lux quand on est radiologue, par ailleurs. Il y avait quelque chose d'une prédestination. Oui, donc 24... merci, excusez-moi, Monsieur Baillet. Il y avait 24 textes qui ont été lus par les professionnels du livre et qui ensuite ont fait l'objet d'un écrémage, sans doute très difficile, pour ramener la liste à 6 lauréats potentiels. Et puis ensuite, il y a eu une bataille, c'est ça, Thibaut de Montalembert? Comment ça s'est-il passé? Il y a eu une bataille sanglante avec des morts de part et d'autre. Non. Écoutez, là, cette fois-ci, l'année dernière, c'était un peu plus difficile de se trancher. Et là, en fait, ça s'est trouvé assez rapidement qu'on a été d'accord autour du livre de Jean Telet, Crénon-Baudelaire. Alors vous êtes embarqué dans l'aventure depuis l'année dernière. Voilà, exactement. Parce que je trouve que, d'abord parce que j'ai une tendresse pour l'objet audio-livre, j'en fais beaucoup moi-même, et je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir transmettre la littérature à des gens pour qui le livre n'est pas forcément quelque chose de facile à aborder. Et apparemment c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux, puisque dans l'édition c'est vraiment le créneau qui d'année en année progresse petitement mais régulièrement. Voilà. Alors on n'en est pas encore au stade effectivement des Américains ou des Nordiques qui eux pratiquent ça beaucoup plus que nous, mais c'est voilà, je trouve que d'aller vers la littérature par le livre audio, c'est un truc formidable qu'on peut faire un peu partout en plus. En se déplaçant en voiture, dans le métro. Alors vous nous ferez lecture d'une partie du texte tout à l'heure pour terminer cette remise de prix. Betty Mialet, c'est vous qui êtes l'éditrice depuis toujours de Jean Telet et vous le représentez. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire de la part de Jean? Oui, je suis un peu gênée dans cette magnifique salle qu'il ne soit pas là, parce qu'il est extrêmement spectaculaire, brillant, truculent, très très amusant, comme ses livres, et ça aurait été beaucoup plus drôle pour vous qu'il soit là, mais il se trouve que, je vous donne un scoop, il est en train de finir son prochain livre, rapprochez votre micro. Et que donc l'idée de se déplacer, il vit en plus en Bretagne, jusqu'ici on a su tardivement que c'était lui, j'ai pas réussi à le convaincre, donc je suis ravie de le représenter. D'autant plus que
je représente, je crois, aussi un peu Gallimard qui n'a pas pu venir, et que ce livre est le livre audio de Gallimard, dirigé par Laure Saget. Et donc, on vous remercie tous énormément pour cela. Alors moi, bien sûr, parler de Baudelaire, c'est absolument extraordinaire. En parler de la façon dont Jean a décrit le personnage est assez audacieux. Mais apparemment, ça a séduit énormément de monde et de lecteurs, puisqu'il a fait un très très gros succès. Et pour moi, personnellement, c'est particulièrement touchant, parce qu'il se trouve que donc, ça fait 25 ans que je suis son éditrice avec mon associé Bernard Barrault. Nous dirigions Julliard depuis toutes ces années. Et on a eu un coup de folie à nos âges avancés. On a décidé de monter, pour finir notre carrière, une petite maison d'édition qui s'appelle Miel et Barreaux, et c'est le premier livre que nous avons publié, avec le soutien de Jean qui adore les nouvelles aventures et qui nous poussait énormément. Et comme ça a vraiment été un très gros succès, on est très fiers. Et en plus, ça fait exactement 1 an qu'il est sorti aujourd'hui. Donc je vous remercie tous. Et après, je regrette aussi beaucoup qu'il n'y ait pas le merveilleux Dominique Pinon que j'ai connu du temps de Diva, parce que comme je suis très très vieille, lui il débutait aussi à ce moment-là. C'est un type formidable, mais il a un spectacle en ce moment, et sinon évidemment il aurait été là. Donc je suis quand même un peu gênée de représenter Jean Telet, Dominique Pinon, Gallimard, alors que voilà. Et vous avez des épaules, Betty. Justement, puisque vous êtes là et que Jean Telet n'est pas là, vous pourriez, et qu'effectivement il y a quelque chose d'une récompense, quelque chose qui sanctionne cette aventure folle que vous venez d'évoquer avec ce prix. Racontez-nous peut-être les coulisses de l'écriture de ce livre. Comment cette idée de livre lui est venue? C'est-à-dire qu'il s'était déjà attaqué à François Villon, à beaucoup de grands poètes. Rimbaud aussi, non, il a fait Rimbaud. Rimbaud était son premier roman. Et il avait décrété que Baudelaire était tellement écrasant que jamais, il me disait toujours, non, ça, Baudelaire, jamais. Jusqu'au moment où il a décrété, sans doute un peu exagéré, que Baudelaire était un personnage abominable, et comme Jean a quand même une petite tendance, je dis toujours, c'est harakiri appliqué à la littérature, à l'histoire, etc. Du moment qu'il y avait des choses abominables, subitement, ça l'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, dans les choses un peu drôles, Enki Bilal, qui est donc très important ici aujourd'hui, est vraiment un de ses meilleurs amis, parce que Jean vient de la BD, du dessin, et donc il a toujours eu une passion pour les poètes. Il connaît par cœur absolument, mais s'attaquer au personnage était assez douloureux pour lui, et tout d'un coup, il s'est lancé, il ne parlait plus d'autre chose, ça a duré longtemps, l'écriture, et voilà, on est très content que ce soit en plus écouté comme ça. C'est tout à fait différent aussi, comme il a une langue assez particulière, c'est vraiment une récompense très agréable, et on vous remercie beaucoup. Merci Betty. Peut-être qu'on pourrait demander justement à Guillaume Lux ou à Alexandra Laperto de venir nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour eux, cette expérience de juré. Vous avez eu donc à délibérer à partir de 6 livres avec toute l'équipe. Donc il y a eu 8 personnes pour faire le premier choix, et puis ensuite vous étiez 12. Pour 12, c'était pas simple parce que c'est un chiffre pair. Donc ça peut porter à des conflits sur des égalités potentielles. Par exemple, Guillaume, peut-être pourriez-vous venir nous dire ce que c'était. Est-ce qu'on écoute des livres audio en travaillant? C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit d'écouter en travaillant, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'écouter un livre audio en même temps qu'on interprète des scanners. Soit on n'écoute pas bien, soit on regarde pas bien le scanner. Bon, dans un sens, c'est pas très grave. Dans l'autre, ça peut avoir des conséquences un peu plus embêtantes. Donc, non, je pense que c'est vraiment une écoute à laquelle il faut se consacrer, en fait. Moi, je l'ai beaucoup fait en voiture ou en marchant, et c'est vraiment une façon complètement différente d'aborder la littérature.
C'est une expérience que j'ai découverte, donc c'était un vrai plaisir pour moi de participer à ce jury, parce que j'ai complètement découvert l'audiolivre. Et c'est vraiment, c'est vrai que ça nous porte, ça nous emmène, plus ou moins bien selon les lecteurs, mais c'est vrai qu'avec Crénon Baudelaire et la plupart des livres que j'ai écoutés, c'était vraiment génial. Après, sur les discussions avec le jury, évidemment, on se sent petit face aux professionnels, mais c'était en toute bienveillance, en toute entente. Chacun a eu son mot à dire, donc c'était un vrai plaisir de participer à cette aventure. Vraiment. Quels sont les critères pour vous, de plaisir, à la lecture à la lecture d'un audiolivre? Qu'est-ce qui prévalait chez vous? Pour moi, c'était vraiment le plaisir pur, hein, voilà, qu'est-ce qui me fait sourire, qu'est-ce qui m'emmène, lequel j'ai pas envie d'arrêter, lequel j'ai envie d'écouter une seconde fois quand il est terminé. C'est tout un tas de choses, mais le plaisir pur de l'écoute est ressorti pour moi en critère numéro 1. Ouais. Merci Guillaume. Je vais demander à Bernard Lehu qui vient nous rejoindre. Ouais, je vous récupère le micro. Ah bah si, vous lui donnez. C'est bien. Bernard, on va demander donc à un professionnel du livre écrit, mais à un professionnel de l'oralité, à l'homme de radio. Donc, qu'est-ce qui vous êtes plutôt habitué au jury de prix de livres papier. Qu'est-ce qui a prévalu pour vous dans vos choix pour cette expérience? Je crois qu'il y a deux critères auxquels on est toujours très attentif. Il y a celui de la qualité du livre au départ, hein, bien sûr, ça reste un prix littéraire. Et puis ensuite, c'est comment quelqu'un d'extérieur à ce livre va parvenir à le restituer par la parole, par sa lecture, j'allais dire paradoxalement par son regard aussi, hein, celui donc d'un comédien. Et là, il se trouve qu'avec Dominique Pinon, on a affaire à quelqu'un d'assez exceptionnel, qui d'ailleurs se livre régulièrement à ce type d'exercice. Je crois que l'année dernière, il était déjà dans notre shortlist, il me semble. Alors j'ai oublié je ne sais plus de quel livre il s'agissait. Non, bon, on a tous oublié. Bon, enfin, il en faisait partie. Puis je dois dire que ce qui est justement intéressant dans ce jury, c'est la confrontation, ou l'échange plutôt que la confrontation, avec des non professionnels. Enfin, j'aime pas beaucoup ce terme-là. On est tous des amoureux du livre, et peu importe si c'est notre métier ou pas. Et je trouve que cet échange-là, il est extrêmement enrichissant et plaisant. Voilà. Merci Bernard. Il va falloir que vous rapportiez le micro. Je vais demander à Serge Auclair de nous rejoindre. Alors, vous êtes tous masqués, donc moi je vous reconnais pas. Oui, merci. Serge Auclair, donc vous êtes le mécène du trophée. Alors, je vais demander à Betty de vous rejoindre, ainsi qu'à Thibaut et à Christophe Baillet. Tout le monde. On va essayer de se mettre devant sans tomber. Et je vais vous laisser mon micro. Donc, oui, je vous laisse le micro. Vous aurez une main pour le micro, une main pour le trophée. Merci. Oui, c'est un grand plaisir pour notre société d'être associé à cet événement. Et pour la deuxième année consécutive, nous avons réalisé les trophées de ce prix. Alors, je ne vais pas faire un grand discours parce que j'ai pas l'éloquence des participants qui sont présents. Ici. Et notre excellence à nous se situe dans le travail du cristal et plus particulièrement de la pâte de cristal, qui est une technique particulière dans ce métier. Et au travers de ces trophées, on retrouve l'ADN de notre maison. Voilà. Et au-delà de ma personne, c'est l'ensemble du personnel de notre manufacture, les maîtres ouvriers qui ont réalisé ces pièces, qui se joignent à moi pour vous remettre ce trophée. C'est vraiment magnifique et bien sûr, tout le monde connaît votre art et on est particulièrement heureux d'avoir ce trophée. Mais je voulais juste ajouter que Karina Ossine est ici et qu'elle est très importante chez Gallimard parce que je disais tout à l'heure que je trouvais un peu écrasant de remplacer Jean Telet, Dominique Pinon et Gallimard. Alors on va demander à Karina de nous rejoindre. Qui est récompensée. Donc on va rajouter Karina. Bonjour monsieur, merci beaucoup. C'est surtout
Mais absolument, en plus c'est tout à fait affectif en plus à Nancy. Mais en effet, pour écouter lire, qui et donc fait partie de la maison Gallimard et qui est très très engagée dans cette démarche. Voilà, nous sommes très heureux. On en parlera, on remettra tout ça à Laure Saget aussi, qui anime et qui écoute et lire. Merci, Je vous en Karina. prie. Alors, à qui je remets le prix? Alors, à qui Alors, ça va changer. Voilà. Si. Toutes les deux. Il y en a un deuxième. Et oui, il y en a un deuxième. Le deuxième Mais étant... Karina, ne partez pas sans le deuxième. Le deuxième étant Et oui, pour parce qu'il Dominique faut Pinon. récompenser. C'est une œuvre collective, oui. c'est un couple qui est récompensé dans cette histoire. Donc, voilà. Voilà. Nous sommes heureux de remettre le prix Ginko du meilleur lecteur de cette année à Dominique Pinon, à travers vous. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, mesdames. Je vais en profiter pour rappeler le nom des jurés qui ont été à l'origine de cette remise. Thibaut de Montalembert, qui est président du jury, Mohamed Aïssaoui, Nathalie Broutin, Catherine Fulpin, Johanna Lang, Alexandra Laperto, Bernard Lehu, Guillaume Lux, Géraldine Petri, Léonore de Recondo, Bruno Ricci, Pascal Salciarini et Christophe Baillet, qui est président du groupe Louis Pasteur Santé et mécène de ce prix. Maintenant, Thibaut de Montalembert. On va boire un coup? Non, pas encore. Ça va être votre moment, Thibaut. Alors. Je vais essayer de faire aussi bien, mais c'est pas possible que mon camarade. Je suis sûre que vous allez relever le défi avec beaucoup de brio. Nous vous écoutons. Comment? 1, 2, voilà. Il y a une adéquation entre, et je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a décidé de décerner ce prix à ce livre et cet acteur, c'est qu'il y a tout d'un coup, il y a vraiment une adéquation entre l'écriture de Jean Telet et la voix de Dominique Pinon. Je disais ce matin, on entend dans la voix de Dominique Pinon le rocailleux des pavés parisiens. Rue Neuve des Petits Champs, à l'intérieur du café Robespierre, Charles Baudelaire est habillé en peau de fleurs. De son fantastique habit noir imposé au tailleur et tellement évasé vers les épaules, son cou s'élève comme une tige soutenant une tête de plante pensive. À la table voisine, un chiffonnier et un professeur d'oiseaux jouent au domino. En face du poète, le romancier Théophile Gautier et Honoré Daumier crient autour d'un billard, ils s'engueulent, contestent les points. Baudelaire, assis à même une banquette, Moleskine et pipe au bec, lance des ronds de fumée. Sous le plafond bruni par les vapeurs de tabac, il est dans un tricotage d'ombre, puis quitte l'établissement. À la sortie du troquet, un ange gardien de profession raccompagne quelques premiers clients éméchés, tandis qu'un allumeur de réverbère, grimpé sur son échelle, enflamme des mèches, car la nuit se met à ruisseler comme un fleuve sur Paris qui s'endort. Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup, le ciel
se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'homme impatient se change en bête fauve. Alors qu'il erre vers chez lui, au hasard de ruelles étroites et mal percées, entre des maisons trop hautes, gênant la circulation d'un air corrompu, échappé de boucheries closes, d'égouts ouverts, de cimetières aux tombes décellées, l'atmosphère se trouve chargée de particules difficilement respirables. Au quartier latin, égaré le long d'autres venelles, il découvre, au bout d'une courbe, une ancienne, minuscule église abandonnée devenue salle de spectacle, le théâtre du Panthéon qu'il ne connaissait pas. En façade, une affiche déchirée annonce un vaudeville en un acte intitulé « Le système de mon oncle ». Le titre intrigue Charles, qui achète un billet par curiosité alors que la représentation va bientôt commencer. À l'emplacement du cœur de l'édifice religieux, le plancher surélevé d'une estrade est devenu la scène. Retenu par les deux épais piliers qui l'entourent, un rideau a été tendu pour servir de décor. Sur cette toile de fond, un salon bourgeois est maladroitement peinturluré. Ni Delacroix ni Courbet n'est venu développer son art pour les misérables saltimbanques de cet endroit. La herse flamboyante s'élève entre des ogives et Baudelaire vient s'asseoir sur un banc parmi les spectateurs. Les trois coups sont frappés. Sur scène, un gros monsieur dans un fauteuil fume un cigare en lisant le journal. Depuis les coulisses, on entend des instruments désaccordés de musiciens jouant faux et puis qui s'arrêtent. Côté court et derrière le gros dans son fauteuil arrive une soubrette en petit tablier et bonnet à ruban flottant, qui porte un plateau chargé de victuailles. Elle est immense et noire, avec de grands yeux comme des soupières, des lèvres épaisses sur un visage aux traits un peu européens. Métisse à la peau sombre, qui dépasse de plus d'une tête les proportions ordinaires, elle possède dans sa démarche royale, empreinte d'une grâce féroce, quelque chose de divin et d'animal, qui stupéfie Charles, ressentant aussitôt l'attirance d'un gouffre ou d'un abîme. Quels pectoraux! S'extasie un voisin du poète. L'exorbitance inaccoutumée de la poitrine de cette fille lui donne l'aspect d'une branche trop chargée de fruits. D'un air fier et plutôt dédaigneux, la comédienne de couleur à gros seins, taille longue et fine, balance ses larges hanches jusqu'au devant de la scène pour dire d'une voix tétanisante et étrangement musicale « Monsieur est servi ». Baudelaire ébahi prend ça pour lui. Elle repart, côté jardin, ondulant ses énormes fesses. Quoique, au bout d'à peine quelques dialogues mal déclamés par d'autres personnages, la pièce s'avère nullissime et qu'ordinairement il se serait vite barré, Charles, électrifié, reste dans la salle, espérant voir réapparaître cette divinité noire comme la nuit qui l'a bouleversé, mais elle ne revient plus, pas même au salut. Après le spectacle, office, Baudelaire contourne l'église, théâtre, pour demander à un concierge dans sa loge, confessionnal, si la fille, qui n'a prononcé que 3 mots, est encore en la sacristie, coulisses. Ah, celle dont même le souffleur ne sait le nom. Ah, sitôt descendue de scène, elle s'est changée et s'en est allée avec son ombrelle blanche. Rue Saint-Jacques, Charles l'aperçoit là-bas, qui tient à distance de toute son ombrelle fermée des ivrognes aux colibets et insultes raciales assénées. L'un d'eux parvient à faire tomber le parasol portatif. Sale négresse! Cette, en fait, peut-être mulâtresse de Saint-Domingue se débat au centre d'une mer de plis, d'un foulard tournant autour d'elle, pendant que Baudelaire approche. Il ramasse l'ombrelle par son manche pour y pousser le mécanisme qui déploie brutalement en cercle une toile blanche ressemblant à un gros œil de chouette. Il s'ouvre à la face des importuns bourrés qui paniquent alors et s'enfuient en criant « Sorcière !» Celui qui s'est interposé offre maintenant galamment le bras à la aussi possiblement sans mêler d'origine haïtienne qu'il propose de reconduire chez elle. « Où habitez-vous ?»« Rue de la Femme sans tête. »« Ça me va, je préfère les femmes bêtes. » Avec lui, c'est direct. Il ne recoule jamais.
Il n'est qu'un maladif exalté, voulant des plaisirs, arrachant des cris et des baisers, se métamorphosant en morsures. Le long de ces chemins glissants, vous ne devriez pas sortir sans être accompagné, dit-il à celle d'1,84 m qui mesure une tête et demie de plus que lui. De par ma haute taille et la couleur de ma peau, presque chaque jour j'entends des esclaffements qu'il me faut endurer. Je vous fournirai une domestique blonde. Surprise par cette promesse et les élégances du jeune homme singulier et provoquant, en bottes vernies, gants clairs, chapeau de dandy, comme elle n'en a sans doute jamais connu, elle tourne et baisse sa tête vers lui, qui pivote la sienne et lève son regard en disant « La pièce était nulle. »« Ah, vous y avez assisté ?» Jouant les utilités et toujours dernière de la liste des personnages dans le programme, je suis comédienne et un peu pute aussi pour arrondir les fins de mois. Ah, provocante et demie, Baudelaire qui se pique de ne reculer devant aucune audace pour qui personne n'est assez cash est servi. Avec dans la voix un ton façon ancien régime qui l'affecte, il demande « Et comment vous appelle-t-on » Souvent c'est Jeanne, en tout cas Berthe à la scène. Quant au patronyme, ça dépend. Duval, la plupart du temps, mais aussi Lemaire, Prosper. J'ai égaré le souvenir de mon nom et ma date de naissance dans le linge sale de ma vie privée. Jeanne Duval, autant faire comme beaucoup en l'appelant ainsi, a la grâce molle et séductrice, lèvres charnues semblant impudiques, est si dépaysante pour Charles en ce temps où les demoiselles, considérant le soleil comme un outrage, mettent leur vanité dans la blancheur de l'épiderme. Elle, c'est de nuit qu'elle déploie maintenant son ombrelle en soupirant « Je suis une nobody » d'une bouche qui chante des effluves aromatiques vers le poète sillonneur de ruelles qui s'avoue, débarrassé de sens moral et dénué de considération vis-à-vis des femmes en général. J'ai toujours été étonné qu'on laisse les femelles entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu? Vous voyez, ma belle chérie, depuis la première qui m'aura trahi lors de ma prime enfance, moi, j'ai dorénavant des stéréotypes odieux à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Alors pourquoi s'intéresser à moi? Ah, que voulez-vous? Quand la bouche tremble et que le cœur bat, les saines pensées s'envolent. Arrivés tous deux sur l'île Saint-Louis, alors que Baudelaire informe « C'est là-bas, quai d'Anjou, que je demeure. » Jeanne désigne. Moi, c'est au rez-de-chaussée du numéro 6 de cette voie perpendiculaire où un petit atelier de couture a été transformé en chambrette. Je passe devant pour vous ouvrir ma porte. Charles, de dos, la regarde aller avec des rimes apparaissant à ses lèvres. Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large, chargé de toile, et va roulant suivant un rythme doux et paresseux et lent. Porte refermée, on perçoit de l'autre côté la voix de Charles poursuivant sur le mode maritime « Devient la houle qui m'enlève une mer d'ébène, un éblouissant rêve de voile. Oui, prends ainsi le fanal d'Eros, va savoir les lumineux embruns qui te crachera à la gueule. » Quant à Charles Baudelaire, si vous voulez, il s'agit d'un poète d'un genre nouveau. Ça pue l'homme de lettres ici. Revenu depuis plusieurs jours à Paris après une longue promenade bucolique en amoureux sur des chemins traversant les bois taillis très giboyeux de la Garenne-Colombe, Baudelaire a poussé, en râlant, la porte du café Tabouret, où se réunissent tous les jeudis soirs les poètes parisiens. Une fois par semaine, chacun d'entre eux récite devant les confrères un élément de sa production hebdomadaire. Allergique à la niaiserie académique de la plupart de ses confrères, Charles s'installe à l'écart sur une banquette. Crâne rasé, figure frappante, inoubliable, celui qui change souvent de coiffure, un jour barbu ou moustachu, puis le lendemain imberbe, est vêtu à son ordinaire d'un long habit évasé aux épaules que le tailleur ne confectionne que pour lui. Sous le plafond bleu céleste du troquet, parsemé d'étoiles argentées,
À l'intérieur d'un col beaucoup trop large, son cou maigre ressemble à une tige menant vers une tête, fleur spéciale qui s'évapore ainsi qu'un encensoir en des soupirs répétés. Ce qu'il entend l'ennuie. Tous ces fatras d'alexandrins châtrés évoquent des donzelles pareilles à des elfes que lui démolirait bien à coups de poing, des champs de cascades du jardin d'Éden dans lesquels il se verrait pisser, les couleurs, oh là là, dorées de l'automne, les scintillements de cristaux de glace en hiver quand lui ne voit que des engelures aux doigts. Après pas mal de conneries dans le genre, ça va être au tour de celui que les autres poètes savent dès leurs, sans jamais avoir pris connaissance d'un seul de ses vers. La voix de Baudelaire sera précieuse, onctueuse et cependant mordante. Le contraste sera saisissant entre la violence des images dépeintes et la placidité qui l'affectera. Il s'est préparé à réciter comme on officie, un peu pompeusement, mais avec une rare perfection. Les descriptions les plus crues, merveilleusement enchâssées, les descriptions les plus hardies vont se succéder, et les collègues écouteront, ainsi que le public, constitué aussi de jeunes filles, Flaubert, Ducamp, Asselineau, évidemment, qui s'approchent avec curiosité. Les spectateurs, après avoir ouï des titres comme « Une bouche », un téton vermeil, un nourrisson à naître, entendent celui que Charles Baudelaire annonce. Une charogne. Une quoi? Demande une demoiselle. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus que rêves. Une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, tel vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les florissons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Stupeur au tabouret. Les autres poètes rougissent, repliant leur poésie gnangnan. Ce qu'ils viennent d'entendre les a stupéfiés, mais ressemble si peu à leur principe rimé qu'ils sentent une admiration effarée pour Charles, à l'allure certes dépravée, mais géniale, et au regard direct au-dessus de sa cravate blanche.
Il le découvre comme un être d'une autre espèce qui les surplombe tellement par son talent. Alors, quand l'organisateur de la soirée poésie, après avoir pris quelques minutes pour s'en remettre, appelle « À qui le tour ?» Tous se dérobent. Ah non, non, moi je ne recite rien derrière lui. Moi non plus. Moi non plus, j'ai au moins le sens du ridicule. Deux jeunes gars se poussent des coudes pour venir entourer la banquette où demeure Baudelaire, qui s'enivre de leurs louanges. Jamais entendu ça. Bon, vous êtes fée, êtes-vous Dieu? Tandis que des plus âgés, à qui l'apparition d'un chef-d'œuvre suffit pour donner la fièvre, trouvent à redire et cherchent confirmation auprès des grosses moustaches de Flaubert, à côté d'un Ducamp sans voix. Avez-vous apprécié, maître? Oui, c'est très frais. Frais. Pour cette salauderie, le qualificatif est vraiment une trouvaille. Dans l'attente d'une admiration publique autrement plus générale et du retour de la fortune, revenant chez lui par escalade et effraction, Baudelaire se lève, s'apprêtant à partir. Dans un coin, Delacroix le regarde passer entre des filles qui l'effraient. Un homme, classiquement bien mis, vient s'interposer devant Charles, front dégarni, cheveux lissés en arrière et barbiche. Il voudrait savoir, « Mon cher Baudelaire, accepteriez-vous que je vous publie ?»« Mais bien sûr que oui !» se précipite pour répondre Asselineau, à qui personne n'a rien demandé. Par rapport aux régions éthérées de la poésie conventionnelle, un recueil de vous provoquerait des réactions. Auriez-vous un titre? Les fleurs du mal, renseigne l'autre Charles, bibliothécaire. Je vous apporterai moi-même, où vous voulez, ce qu'il en a déjà écrit. Descendant d'une famille d'imprimeurs à Alençon, avec mon beau-frère de Broise, nous avons décidé de nous lancer dans l'édition. Toujours aussi charmant, Baudelaire lorgne son interlocuteur avec mépris. Éditeur à Alençon, c'est, passez-moi l'expression, édité dans un miroir de commode. Ne l'écoutez pas, il dit ça pour rire, minimise l'ami, prévenant du poète, alors que le monsieur à barbiche précise « Nous imprimons en Normandie, mais venons d'emménager un bureau dans la capitale ». Et c'est à Asselineau que malicieusement il tend une carte de visite, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, éditeur-imprimeur, 4 rue de Bussy. Bravo. Grand acteur, écrivain également. Merci beaucoup Thibaut. Merci à tous pour votre attention. Et puis, il vous reste maintenant à écouter Baudelaire à travers Jean Telet. Merci, bonne soirée, bon festival.